Sono lieta di dare a tutti voi, a tutti i partecipanti, il benvenuto all'École Française de Rome e per una volta, insomma, come direttrice dell'istituzione, anche per introdurre questo convegno perché mi sono occupata da più vicino di questo tema dei delta da qualche anno, come certi di voi lo sapete. Questo incontro, di cui vedete una parte soltanto della locandina, perché voglio far vedere più da vicino gli organizzatori, eccetera, eccetera, è il primo di una ricerca che per l'École entra, come lo vedete nel programma Roma Tevere Litorale, ma che si chiama da un acronimo CIRILI, City River Littoral, e che porta sullo sviluppo delle infrastrutture di trasporto nei territori delta e nelle foci urbanizzati. È un programma sostenuto, ed è per questo che ho fatto il focus sui partner dall'École Française de Rome, ma accanto all'École Française de Rome dall'Università di Aix-Marsiglia, attraverso il LabEx-Med e anche attraverso iniziative d'eccellenza che si chiama Amidex, anche attraverso il Centre Camille Julien, che è un laboratorio CNRS Università di Aix-Marsiglia, e finalmente un'iniziativa sostenuta anche dall'Università di Roma 3 e più specialmente dal laboratorio Centro per lo Studio di Roma, il famoso CROMA, di cui purtroppo devo scusare l'assenza della direttrice Giulia Canneva, di cui vi parlerò un po' a lungo dopo, anche perché è stata da sempre accanto a me in questo programma, che non poteva essere questo pomeriggio, ci raggiungerà stasera, forse nel tardo pomeriggio, ma è fuori con studenti ad Alumiere, non poteva esserci per l'inizio. E altri sostenitori, non pochi sostenitori, sono gli amici che vengono dalla Spagna, l'Università di Cadiz, e anche la Casa de Velázquez. Stéphane Michonneau, il direttore di studi per l'epoca moderna e contemporanea, non è potuto essere con noi, però la Casa de Velázquez è stata accanto a noi da molto tempo e un grosso sforzo è stato fatto da questa parte. Casa de Velázquez, che come sapete fa parte della stessa rete dell'École Française à l'étranger, quindi una sorella dell'École Française de Rome. E per finire la British School at Rome, anche lì Simon Key ci raggiungerà, spero, fra poco, ma è vero che in questo momento tutti sono più o meno sull'arrivo, diciamo. Allora, i territori che studiamo attraverso questo programma, ecco i 4 delta, ciascuno riconoscerà il suo, presentano delle specificità ambientali, economiche e sociali che le avvicina l'uno all'altro e che sono legate alla loro posizione tra terra e mare, come insomma intermedio tra terra e mare. Si prestano bene ad uno studio transdisciplinare e sulla lunga durata. Sono zone che oggi come ieri hanno sopportato una popolazione numerosa e un intenso traffico mercantile e umano. Come rendere questa mobilità compatibile con il rispetto e la preservazione dell'ambiente, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e finalmente il benessere degli abitanti. I vari partner implicati in questo programma sono convinti, almeno spero, parlando al nome di tutti, che sarete tutti d'accordo, che il mondo accademico possa portare un contributo utile alle nostre società attuali che si pongono questi problemi che si sono già posti nel passato. Uno degli obiettivi di CIRILI, dunque, è di consegnare entro 1 anno e mezzo, 2 anni al massimo, l'abbiamo scritto e lo faremo, spero, un white book sulla gestione delle circolazioni in territori di delta urbanizzati ieri e oggi. 4 delta, foci, sono stati scelti per lo studio: il Guadalquivir, il Rodano, il Nilo e il Tevere. Ovviamente le soluzioni saranno diverse, anche perché questi territori, pur essendo paragonabili, non sono gli stessi e il paesaggio di ciascuno dei paesi è diverso. Per esempio, sono convinta che i problemi ambientali del delta del Nile sono veramente grossissimi problemi, ma nello stesso tempo ci sono anche altre emergenze politiche in Egitto adesso
che fanno forse che non sono al primo piano per i politici allora, ma comunque ci è sembrato che il paragone poteva essere di interesse per il futuro. Voglio tornare brevemente sulla storia del progetto, nato nel 2012, di un programma dedicato, come l'avete visto sulla locandina, al solo territorio compreso tra Roma, Mare e Tevere. Un programma che è nato di una collaborazione tra British School at Rome, École Française de Rome, Istituto Olandese, Università di Roma 3 e di Roma Sapienza e Soprintendenza Archeologica di Roma. Le sfide sono in effetti numerosi sul nostro territorio. Mi permetterete di parlare un po' del territorio del Tevere. Cercherò di essere breve perché posso parlare dei problemi per ore ed ore, ma non è il tema del pomeriggio. Ma se vogliamo fare qualche esempio, c'è un problema di valorizzazione dei siti patrimoniali. Per esempio Ostia Antica, che a mio avviso, e non sono sola a condividere questo avviso, è uno dei più belli siti antichi dell'Italia. Siti romani, diciamo. Ostia è poco conosciuta dai turisti, ma anche dagli abitanti. Accanto alla cifra che invade ogni anno il Colosseo, il Foro Palatino, c'è un po' un squilibrio che pone problema. E come parlare di Ostia non è niente quando si parla di Portus, per esempio. Di qui la valorizzazione Portus, il porto della Roma imperiale, che scopriremo alla fine di questo convegno. Questo sito, metà proprietà demaniale, metà proprietà privata, è chiuso al pubblico da tanto tempo, riapre poco a poco e sabato ci sarà una giornata porta aperta e questo è simbolicamente un segno molto forte, ma riapre fino ad adesso per eventi particolari e su richiesta. Quindi c'è tutto questo discorso di valorizzazione di siti poco conosciuti, anzi chiusi. C'è anche il discorso accanto a questi siti dello sviluppo molto importante, molto grave in un certo senso, ma comunque impossibile da impedire, dell'aeroporto di Roma Fiumicino di Leonardo da Vinci. È il primo aeroporto d'Italia, sesto di Europa. Nel 2014 sono passati 36 milioni di passeggeri in questo aeroporto ed è previsto all'orizzonte 2020, per dire, 50 milioni di passeggeri circa. Quindi c'è questa espansione con una pista in corso di allestimento, un'altra in progetto, un nuovo terminale in progetto. Come gestire questo nell'ambito del territorio, nel rispetto delle altre aree? E come usufruire della prossimità di questo aeroporto, di tanto passaggio di gente, così vicino a siti come quello di Portus che vedrete sabato. Poi c'è anche il progetto che pone tanti problemi, ma che mette un po' di tempo ad avanzare, ma che rimane comunque in sospeso e forse sarà realizzato, forse più di forse penso che sarà realizzato, di un porto a Fiumicino, di un porto per le grandi navi di crociera, per raddoppiare le capacità di Civitavecchia. Come gestire questo nuovo porto nel paesaggio del Delta? Poi c'è il progetto di navigabilità sul Tevere che va avanti anche lui in rapporto con questo porto tra Tevere e Roma, il progetto di valorizzazione del Tevere e delle rive del Tevere e su questa zona delle rive tra Roma e Fiumicino tanti tratti che sono lasciati adesso all'abbandono o ai migranti che non hanno casa e che vivono in queste parti in uno stato veramente poco dignitoso. Tutto questo sono problemi che noi scientifici non possiamo pretendere risolvere, ma che toccano ai politici e che sono problemi gravi, certo gravi. C'è ancora il problema della gestione umana da risolvere ogni giorno, il problema dello spostamento della gente che vive in questo territorio del Delta che si è molto sviluppato, l'habitat si è sviluppato parecchio da 20 anni. Il comune di Fiumicino è quello che è diventato un comune. E questo è da notare perché dipendeva prima dal comune di Roma, è primo in crescita
popolazione da 20 o 25 anni. Dei quartieri totalmente nuovi sono usciti da niente, penso per esempio a Parco Leonardo. Ora in queste zone vive la gente che viene a lavorare a Roma e che non sempre ha un accesso facile ai mezzi pubblici. Parco Leonardo è un esempio al contrario perché, lo sappiamo tutti, è accanto al treno che collega Fiumicino a Roma, ma tante altre zone sono più lontane, più arretrate e si va a Roma con la propria macchina o non si va a Roma. Questo ovviamente non è una soluzione auspicabile per i trasporti di una grande città. Dunque mi fermo lì perché se no sarò ancora lunga, ma volevo segnalare un po' tutti questi problemi, queste problematiche che sono state toccate e tante altre ancora in un convegno che ci ha riuniti 2 anni fa, più o meno, in maggio 2013, su Roma Tevere Litorale, 3000 anni di storia, le sfide del futuro. I testi presentati in questa occasione sono ormai accessibili sul sito che vedete qui nello slide, sul sito internet del convegno. L'incontro era concepito come un dialogo tra discipline diverse, un po' come oggi e come tutti gli incontri in questa scia. Allora, non so se sarò capace di citare tutti i colleghi, tutte le discipline rappresentate in questo convegno, ma c'era l'architettura, l'archeologia, la botanica, la biologia, geografia e geomorfologia, economia, sociologia, storia, urbanismo, eccetera. E questo convegno, come si vede bene dal titolo 3000 anni di storia, si scriveva anche sulla lunga durata perché siamo convinti che si possono trarre le lezioni del passato. Una sezione era già dedicata ad un'apertura verso altri delta come il Rodano e il Nilo. Le piste di ricerche aperte da questo convegno sono state oggetto qui a Roma di un approfondimento nel corso dell'anno 2014 che vide l'organizzazione di un seminario permanente intitolato come il convegno. 9 seminari sono stati organizzati tra febbraio e dicembre del 2014 in 9 luoghi diversi, per lo più sede delle nostre, istituzioni, ma ci siamo sforzati anche di uscire del mondo accademico e di andare un po' nella città, perché ancora una volta la nostra idea era di interessare alle nostre ricerche i responsabili delle politiche territoriali e del mondo privato, nonché gli abitanti stessi. Le comunicazioni realizzate nell'ambito di questi seminari sono già in corso di pubblicazione. Tutti i testi sono raggruppati e speriamo prima della fine dell'anno, per il nostro prossimo incontro ad Arles, di avere il volume pubblicato in coedizione tra il Croma e l'École Française de Rome. Questi seminari hanno consentito al gruppo di farsi conoscere un po' di più nella società civile, se vogliamo. E un risultato concreto è stato la partecipazione delle 2 co-organizzatrici dei seminari, che vi ho evidenziato con questa freccia, non so se vedete bene, ma si tratta di Giulia Canneva, direttrice del Croma, e me stessa, a un incontro suscitato dalla Commissione Ambiente del Comune di Roma sul progetto Contratto di Fiume del Tevere. Il gruppo è tuttora associato alla realizzazione della parte introduttiva e di qualche schede progetto di un master plan sulla navigabilità e la valorizzazione del Tevere, un master plan gestito dal Consorzio Tiberina, di cui il presidente sarà presente ad una parte dei nostri lavori e presiederà l'ultima seduta sabato mattina. E di più faccio presente che domani, penso che è domani, non ho più il programma totalmente in memoria, ci sarà un intervento del segretario generale dell'autorità di bacino del fiume Tevere che interverrà domani. Quindi un po' di legame l'abbiamo già fatto e sarei curiosa di sapere
come siete per esempio in Spagna, perché ho l'impressione che legami con la giunta di Andalusia ne avete anche voi, quindi sarà interessante da confrontare. Mentre il progetto quindi Roma-Tevere Litorale proseguiva, abbiamo iniziato nella scia del programma del convegno del 2013 un progetto per approfondire il paragone tra territori di delta con una focale sul problema della mobilità e delle circolazioni, perché il tema era emerso con un particolare rilievo dal convegno di maggio 2013. All'inizio l'idea nostra era di ottenere un finanziamento europeo nella categoria dei cost per allargare la rete dei paesi interessati, perché dei paesi interessati allo studio di questi territori, perché paesi comprendendo un delta urbanizzato, tanto in Europa che nel sud, nella riva sud del Mediterraneo. Dopo essere stato selezionato nel primo giro, il dossier non ha superato la seconda tappa in aprile 2014, ma un lavoro non è mai perso e l'idea di continuare con quelli che erano più implicati in questo dossier, penso ai colleghi di Cadix, anche ai colleghi della MMSH e di Aix-en-Provence, l'idea ci è venuta, continuiamo comunque in più ridotto, ma continuiamo e con le proprie forze e anche, devo dire, con l'aiuto dell'Università di Aix-Marseille che era interessata al Rodano, al Tevere, al Nilo. Al Guadalquivir penso di no, ma qualcuno mi potrebbe contraddire, non lo so. E veramente voglio ringraziare tutti quelli che a questo momento, nell'aprile 2014, hanno detto sì, continuiamo insieme. Prima di tutto i colleghi di Cadix, Lazzaro Lagostena, Emilio Martin e Isabella Morales qui presenti, sono stati essenziali nella realizzazione del dossier. Il loro appoggio è stato continuo e fedele. Sono molto contenta perché è la prima volta che ci vediamo in carne e ossa, ci siamo visti tante volte in videoconferenza. Sono veramente contenta di poter accoglierli oggi. Nonché ovviamente la casa di Velasquez, anche se Stéphane Michonneau non è qui oggi, è stata molto presente. Ma essendo nei ringraziamenti non posso non ringraziare il Centro Camille Julien e soprattutto la direttrice del Centro Camille Julien, qui presente Marie-Brigitte Carr e Corinne Rousse, che hanno portato tutti e due questo programma e l'hanno portato con tanti sforzi perché finalmente tutta la pratica di fronte all'Università di Aix-Marsiglia sono lei che l'hanno fatto. Senza dimenticare ovviamente di ringraziare perché sono i fedeli tra i fedeli dall'inizio, tutti i colleghi del nostro gruppo ormai Roma-Tevere Litorale che hanno subito tante riunioni a Palazzo Farnese, c'è peggio il Palazzo Farnese per riunirsi, ma comunque sono state riunioni faticose e tutti l'hanno fatto con grande buona volontà. Allora, non so se non dimenticherò qualcuno, ma voglio citare Giulia Caneva del Croma, Carlo Travaglini anche del Croma, Renato Sebastiani della Soprintendenza, Evelyn Bukowiecki, qui presente, che ci presenterà il sito di Portus sabato, che attualmente è dal DAI di Berlino in postdottorato, ma che ha anche legami forti con Aix-en-Provence e con l'École Française, Daniela Esposito e Ivana Haidt della Sapienza e Simon Key dell'Università di Southampton e della British School. Tutti che vedrete a un momento o l'altro durante queste giornate, anche se non hanno potuto tutti essere qui con noi stasera. Vengo al dunque e all'incontro che ci riunisce adesso. Ritorniamo ai nostri delta. È il primo di 3 incontri. Alla fine dell'anno 2015, in dicembre, il 10 e 11 dicembre, se ricordo bene, ci ritroveremo ad Arles, al Museo di Arles Antique, per una tavola rotonda sul tema dell'impatto delle circolazioni sull'ambiente nei territori di delta. Poi, alla primavera 2016, una data che non abbiamo ancora fissato, ma fra poco la fisseremo, ci andremo tutti a Cadiz. Speriamo che ci potremo spostare anche verso Sevilla
per un incontro dedicato al ruolo che possono giocare le infrastrutture di trasporto nello sviluppo economico e nella valorizzazione patrimoniale delle stesse aree. Speriamo perché questo è ancora da valutare, non siamo ancora sicuri di poter organizzarlo, ma speriamo di poter concludere alla fine della primavera, all'inizio dell'estate, con una summer school organizzata ad Alessandria, perché mi sembra che per essere completo un programma come questo deve anche indirizzarsi ai più giovani. Vedremo. C'è già abbastanza da fare per adesso, senza dimenticare mai nel corso del convegno che ci riunirà attualmente e poi degli altri, che siamo tra universitari, ma dobbiamo sforzarci di far passare un messaggio al di là e di pensare al nostro white book, che è uno dei scopi finali. Il presente incontro questa volta avete il programma con voi, è diviso in 3 sezioni. La prima tratterà domani mattina dei regimi fluviali e dell'evoluzione delle coste e degli ambienti ripariali, sempre sotto l'angolo delle circolazioni marittime e fluviali. Domani pomeriggio e venerdì mattina saranno dedicati allo studio dell'organizzazione materiale delle circolazioni marittimi e fluviali rispetto alle necessità tecniche che hanno cambiato col tempo. Poi la terza sezione esaminerà il ruolo degli uomini e l'impatto economico delle circolazioni, per finire con il capitolo più aperto sulla visione delle società su questi territori attraverso la lunga durata. Il venerdì sera i poster, che uno è già esposto giù nel cortile del palazzo, penso che gli altri arriveranno fra poco, i poster saranno presentati da uno dei loro redattori nel cortile. Il sabato, dopo le ultime comunicazioni, è prevista una visita sul sito di Portus, l'antico porto della Roma imperiale, come dicevo, sotto la guida di Evelyn Bukowiecki, Simon Key e Renato Sebastiani, che ci consentirà di scoprire concretamente il paesaggio e il patrimonio del Delta del Tevere, nonché di valutare le comunicazioni che permettono di rendersi sul posto. Non dico di più, vedrete, per i partecipanti c'è una sorpresa. Per cominciare subito i nostri viaggi acquatici, abbiamo voluto fare un focus su una zona fuori dei 4 delta, ma in una situazione abbastanza vicina, direi almeno per il periodo prima dell'Ottocento, per il periodo che chiamiamo spesso di Ancien Régime. I porti di Narbonne, famosi soprattutto nell'epoca antica, sono ambientati in una zona lacustre e alle foci del fiume Aude. La loro recente scoperta e il desiderio di valorizzare il ricco passato della città e del territorio, il desiderio anche da parte dei politici del territorio, creano, mi sembra, una situazione che scoprirete con grande interesse. Ne sono convinta, perché ci ricorda un po' le nostre situazioni. Dunque è tempo per me di lasciare la parola a Marie-Pierre Gesegou del DRAS, Nicolas Carayon del ERC, diretta da Simon Key a Southampton, e Ambroise Lassalle, direttore del Museo di Narbonne Antica, ricordando che hanno complessivamente come tempo di parole 1 ora e che da domani in poi gli interventi non dovranno superare la mezz'ora, perché sarei desiderosa di avere un dibattito dopo ciascuno delle comunicazioni per poter scambiare liberamente e ampiamente. Ma prima di auspicare a tutti un buon lavoro, voglio ringraziare una persona essenziale all'organizzazione di questo programma, una persona con cui siete stati in contatto durante queste ultime settimane, che ha assicurato tutta la logistica e la gestione del vostro arrivo, della vostra permanenza, di tutto quello che faremo in questi 3 giorni. Voglio parlare, e che l'ha fatto con tanta amabilità, tanta efficacia, penso che ne siete coscienti di questo. Voglio parlare di Giulia Cirenei, che si nasconde dietro la porta, ma che sta lì. Bene,
Adesso vi passo la parola. Buongiorno a tutti. Prima di tutto mi dispiace di fare queste presentazioni in francese, però sarà molto più facile per me e penso per voi da capire cosa vogliamo dire. Au nom de toute l'équipe narbonnaise, en particulier Corinne Sanchez qui n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, Marie-Pierre Gézégou, Ambroise Lassalle et moi-même, on voudrait remercier les organisateurs de ce colloque international et en particulier la directrice de l'école française de Rome, Madame Catherine Verlouvet, pour son invitation et son hospitalité. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les quelques résultats du projet de recherche sur les ports antiques de Narbonne, coordonné par Marie-Pierre Gézégou ici présente et Corinne Sanchez, qui court depuis 2009. Ce projet est né d'un partenariat inédit entre la région Languedoc-Roussillon, le CNRS et l'UMR 5140 de Latte Montpellier, l'université Paul Valéry de Montpellier 3 et implique toute une série d'intervenants et de partenaires dans le dialogue scientifique et technique, en particulier le Conservatoire du Littoral, le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, et j'oublie un partenaire essentiel, le DRASM, représenté ici par Marie-Pierre Gézégou. Et depuis l'année dernière, l'intégration et la collaboration du projet sur Narbonne au projet Portus Limen, coordonné par Simon Kay à l'université de Southampton. La cité de Narbonne, la colonia Narbo-Martius, comme bon nombre d'entre vous le savent déjà, est située au croisement de la Via Domitia et de la Via Aquitania. Ces deux voies reprennent des voies de communication mythologiques et pérennes, en particulier la Via Héracléenne qui lie la péninsule ibérique à la péninsule italique et l'isthme gaulois ou l'isthme d'Aquitaine qui relie la Méditerranée à l'océan Atlantique. Pour reprendre le texte célèbre sur Narbonne de Strabon, Narbonne est située en arrière de l'embouchure de la Taxe et de l'étang narbonnais. C'est le principal emporium de cette région. Un peu plus loin, il mentionne que quand on part de Narbonne, on remonte d'abord la Taxe sur une faible distance, puis on effectue la plus grande partie du trajet, soit environ 700 ou 800 stades par terre jusqu'à la Garonne. Cette situation a permis l'établissement d'un port important, tout d'abord une situation favorable sur les routes de commerce, et ensuite un site ou une région, un territoire doté de potentialités portuaires importantes. Strabon, dans le passage au livre 4, 1.6, mentionne les deux principales composantes du système portuaire narbonnais, l'embouchure de la Taxe et l'étang dit narbonnais. Strabon, encore plus loin, mentionne, en parlant des volques arécomiques, leur épineion et Narbonne, dont il serait plus juste de dire qu'il est celui de la Celtique tout entière, tant il surpasse les autres par le nombre des entreprises auxquelles il sert d'emporium. Narbonne, donc, un port éminemment important dans le système portuaire impérial, mais qui finalement reste assez énigmatique aux yeux des archéologues et des historiens actuels. Pour quelle raison ce système portuaire narbonnais est peu connu? Tout simplement, pour commencer, car Narbonne, qui était située en arrière de l'embouchure de la Taxe, ne l'est plus aujourd'hui. La rivière Aude, donc l'ancien Ataxe, se jette aujourd'hui au nord du massif de la Clappe depuis le Moyen-Âge, et la ville de Narbonne n'est plus directement connectée à la mer par un fleuve naturel. Le territoire narbonnais se distingue des quatre principaux exemples, les quatre principaux deltas qui sont le thème de ce colloque, car Narbonne était située dans un delta de l'Antiquité, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et de plus, Narbonne était située dans une zone soumise à d'importantes modifications. Tout d'abord, les modifications du paysage sont dues aux crues de l'Aude. On voit ici une photo de la crue de 2014 et la zone couverte par cette crue, et montre très bien que même aujourd'hui, avec les travaux de canalisation et de canalisation du fleuve, la zone est soumise à d'importantes inondations, à d'importantes crues qui sont responsables d'importants changements paléogéographiques et notamment la défluviation du cours de l'Aude au nord du massif de la Clappe. Une autre source de modification du paysage est la progradation du trait de côte. Voici une représentation de la région narbonnaise aux alentours de 2500-2000 avant nos jours, qui montre les deux zones touchées par cette progradation, les deux principales zones. Il s'agit tout d'abord de la zone du Paléodelta, qui est
dans cette région ici, et la zone du cordon littoral qui, depuis l'Antiquité, a migré vers la Méditerranée d'environ 3 km. Donc, notre projet collectif de recherche vise à comprendre quel était le système portuaire de Narbonne dans l'Antiquité, depuis la fondation de la cité jusqu'à nos jours. C'est un projet pluridisciplinaire basé essentiellement, tout d'abord et fondamentalement sur un système d'information géographique réalisé par Julien Cavero de l'École normale supérieure, qui intègre toutes les données topographiques de l'IGN, les cartes marines, les cartes géologiques, les couches géologiques vectorielles, les couches hydrographiques, la carte archéologique nationale et bien d'autres. Voici un exemple ici, un lot de photos de l'IGN daté de 1946, intégré à notre système d'information géographique. Ici, un cliché sphère daté de 1995. Et ici, les résultats d'une étude des données LIDAR réalisée en 2010 par la société Aerodata. Dans ce SIG est également intégré toute une série de cartes historiques depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à nos jours et qui ont permis à Julien Cavero de retracer la paléogéographie des lagunes narbonnaises depuis 1789. Ici, la surface en eau en 1789, en 1838, 1860, avec la construction de la ligne de chemin de fer entre 1857 et 1859, 1890, 1901, jusqu'à 1987. On peut voir, grâce à ces cartes, la réduction du plan d'eau au cours des 3 derniers siècles. Dans le cadre de ce projet, nous avons fait appel aussi à plusieurs équipes pour réaliser des prospections géophysiques régulières. Ici, à droite, les sondages paramétriques de sédiments réalisés au Castellou, et à gauche, l'exemple des résultats de la prospection électromagnétique réalisée au lac de Capelle, réalisé par Vivien Maté de l'Université de La Rochelle. Toute une série de carottages géomorphologiques ont été réalisés, et voici un exemple des travaux en cours de Tiffaine Salès, dans le cadre de sa thèse de doctorat, qui présente une évolution géomorphologique du système lagunaire narbonnais depuis 8000 ans avant nos jours jusqu'à nos jours. Évidemment, dans le cadre de ce projet, l'essentiel de nos travaux sont consacrés à la fouille et prospection archéologique. Je vais présenter ici des résultats généraux sur le projet qui permettent de remettre en question toute notre connaissance du système portuaire, et les travaux de terrain en prospection et en fouille se sont concentrés particulièrement sur 4 sites: La Nautique, Castellou-Mandirac, Saint-Martin et Sainte-Lucie. Donc, je vais maintenant me consacrer cette présentation à quelques résultats. Il ne s'agit évidemment pas de présenter tous les résultats de ce projet, mais en particulier d'insister sur la notion du système portuaire narbonnais dans l'Antiquité. Voici une carte réalisée dans le cadre de mes travaux et du projet pour le RC Portus Limen, qui montre les sites d'occupation humaine de la région narbonnaise du IIe siècle avant Jésus-Christ au IIIe siècle de notre ère. La première impression qui se dégage de cette illustration est que le système portuaire narbonnais dans l'Antiquité est beaucoup moins simple que ce que l'on pourrait imaginer. On a pu recenser plus de 200 sites autour de la lagune et le long du bas cours de l'Aude. Pour la période tardo-républicaine, donc la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, au premier temps de la colonie, le système portuaire semble être basé sur 2 sites principaux: l'oppidum de Mont-Laurès, encadré en noir ici, et une photo aérienne sur la droite, qui est occupé depuis l'âge du fer, et après une période d'abandon au IIIe et jusqu'au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, renoue avec une économie florissante, certainement en relation avec la fondation de la colonie narbonnaise en 118 avant Jésus-Christ. On peut voir sur les 2 camemberts représentés ici les relations commerciales qu'entretenait l'oppidum de Mont-Laurès, essentiellement vers la péninsule italique et vers la péninsule ibérique. Dans la zone de Narbonne-ville, on n'a pas d'indication d'une véritable colonie italienne pour cette période, et le seul véritable indice d'une occupation commerciale et assez soutenue provient des fouilles de la gendarmerie, où une zone de commerce, avec un point d'interrogation, a été reconnue pour la période s'étalant de 120 à 100 avant Jésus-Christ. On retrouve encore une fois ici les 2 principaux
courants commerciaux arrivant à Narbonne, au niveau de la céramique fine, la campanienne A, et ensuite les productions de la péninsule ibérique, la côte catalane et les céramiques ibériques peintes. Au niveau des amphores, on a 96% des amphores qui proviennent de la péninsule italique. Au niveau des lagunes, de nombreux sites sont occupés, mais toute l'occupation reconnue semble être essentiellement rurale. C'est le cas des sites sur les bords des lagunes de Narbonne, mais également sur les sites des îles. Se pose dès cette période des premiers temps de la colonie la question du port ou des ports de Narbonne. Comment le matériel en provenance de péninsule italique et de péninsule ibérique arrivait à Narbonne directement en suivant la voie fluviale jusqu'au centre-ville ou par l'intermédiaire de ces petits sites à vocation rurale tout autour des lagunes et dans les îles. Pour le 1er siècle avant Jésus-Christ, la situation est approximativement la même. On a un site de première importance ici, Lillette, sur la commune de Périac-de-Mer, où on suppose l'existence d'un établissement italien daté de la premier quart du 1er siècle avant Jésus-Christ, où on retrouve 100% d'amphores italiques et la grande majorité du matériel de céramique fine provient également de la péninsule italique. Pour le centre-ville de Narbonne, on n'a toujours pas de traces d'une occupation urbaine de type italienne, mais le site de la médiathèque, avec la fouille de 2 fosses, ont permis d'établir une chronologie assez précise pour la période du 1er siècle avant Jésus-Christ. Je vous présente simplement un exemple, où on retrouve pour la période de 50-40 avant Jésus-Christ la prédominance toujours des importations italiques, c'était également le cas pour la période 40-30 avant Jésus-Christ, et au niveau des céramiques fines, on retrouve également la grande proportion de campaniennes A, pour les 2 périodes, et également les premières apparitions de dérivés des campaniennes A qui correspondent à une production locale. C'est avec la période augustienne qu'interviennent véritablement des grands changements à Narbonne. En 22 avant Jésus-Christ, Narbonne devient la capitale de la province romaine de Gallia Narbonensis, et le matériel du même site de la médiathèque montre un changement fondamental au niveau des amphores ici, où les amphores dominantes ne sont plus les amphores italiques, mais les amphores tarraconaises. On retrouve également 19% de amphores en provenance de Bétique. Il semblerait que le commerce narbonnais à partir de l'époque augustienne a tendance à pencher plus vers la péninsule ibérique que la péninsule italique. C'est également à la période augustienne qu'on retrouve les premiers éléments monumentaux de la cité narbonnaise, notamment le dit Capitole, le dit Forum et la structure dite auréum ou cryptoportique de Narbonne. C'est également à cette époque qu'on a les premières structures portuaires. Voici ici une vue aérienne du site de la Nautique, à 4 km au sud du centre-ville de Narbonne, sur les rives des lagunes. Le site est occupé depuis les années 30 avant Jésus-Christ jusqu'aux environs de 60-70 après Jésus-Christ, donc plus ou moins calqué sur la période de la dynastie julio-claudienne. Et depuis le début du projet, et même depuis les années 90, bon nombre de structures ont été retrouvées sur ce site. Tout d'abord, des structures liées à une activité proprement portuaire, un débarcadère, avec dans ce secteur-ci le débarcadère fouillé par l'association Anteas à la fin des années 90, et la découverte à proximité de cette très grande ancre en jade de plomb qui atteste sans aucun doute le mouillage et l'accostage des navires en ce point. Mais ce port de la Nautique est également un port d'exportation, comme le montrent les importants dépôts de sigillés de la gaufre zinc retrouvés sur le site et qui présentent tous des cassures mais très peu de traces d'usure. Donc on suppose qu'il s'agit d'une zone de tri avant exportation de ce type de matériel, mais également aussi un port d'importation avec, comme on peut le voir, les différentes provenances des amphores qui correspondent à ce qu'on retrouve à la médiathèque pour le 1er siècle avant Jésus-Christ et sur les autres sites narbonnais pour le début de l'ère chrétienne. Donc une zone de portuaire avec une activité d'importation et d'exportation, mais également une activité de stockage avec 3 grands entrepôts découverts depuis 2010. Voici un exemple, les fouilles réalisées par Olivier Genouvès en 2010, où on a pu retrouver 2 entrepôts de 130 mètres de long sur plus de 10 mètres de large, et dont les fouilles, les quelques tranchées réalisées, laissent penser qu'il s'agit d'entrepôts à Dolia dans le type de ce qui est connu pour le port de Marseille. La présence de ces
entrepôts à Dolia laissent penser au stockage de vin en vrac. En revanche, on se pose toujours la question s'il s'agit de vin importé ou de vin exporté depuis la région narbonnaise. La chute des amphores tarraconaises pour la période postérieure à 10 après Jésus-Christ laisse penser qu'il s'agirait plutôt de stockage en vrac du vin en provenance de Narbonnaise. Et sur la représentation artistique, on peut voir ici un bateau citerne arrivant dans la zone de la nautique. La zone est également une zone de production de céramique, car lors des fouilles de Corinne Sanchez en 2010, 2 très grands fours de potiers ont pu être mis à jour. Le plus grand fait 8 mètres sur 8 mètres. Voici ici une représentation artistique à l'échelle. Malheureusement, on ne connaît pas quel type de céramique était produite à l'intérieur de ces fours. Est-ce qu'il s'agissait de céramique liée à la redistribution du vin en vrac stocké dans les entrepôts? La question reste ouverte. Une des découvertes les plus spectaculaires du projet est située à 400 mètres des structures que je viens de vous présenter. Il s'agit ici d'une piscina et d'un triclinium fouillés entre 2010 et 2013. Il s'agit d'une piscina circulaire de 67 mètres de diamètre, datée la construction en 30 avant Jésus-Christ et la destruction en 10 après Jésus-Christ. Pour avoir une idée de la taille de la structure, c'est 2 fois la superficie de la piscine de Lucullus à Circeo et 3 fois la superficie de ce qui est connu comme étant la piscina de la grotte de Tiberio à Sperlonga. On voit ici quelques images des fouilles où on retrouve le mur périphérique fourni d'amphores décapités et fichés dans la maçonnerie. La maçonnerie est un petit appareil assise régulière et lié par un opus eccomendicum. Ce bassin était approvisionné par 2 sources d'eau, une source d'eau salée depuis la lagune par l'intermédiaire de ces canalisations voûtées ici, et un apport d'eau douce au moyen de canalisation dans le mur périphérique vers l'aquifère du versant, et on a pu retrouver dans ce coin-ci un support de vanne à martelière qui permettait de réguler les apports d'eau salée ou doux dans le bassin. On a pu également retrouver des murs du compartimentage du bassin. Ce bassin était compartimenté en 4 différents petits bassins, et voici le seul mur de compartimentage conservé sur plus de 3 mètres de haut. On retrouve la même technique de construction avec des amphores fichés dans la maçonnerie et avec une découverte remarquable d'une porte en plomb, ici un détail, percé de trous et qui permettait de ménager un courant à l'intérieur du bassin sans que les espèces conservées à l'intérieur du bassin ne puissent se mélanger. Il s'agit exactement de ce qu'on retrouve dans les sources classiques, en particulier Varon et Columelle. Au centre de ce bassin, on a pu fouiller un bâtiment rectangulaire qu'on interprète comme le triclinium estival de la piscina. Ce bâtiment, les dimensions intérieures sont de 20 mètres sur 10. Il est divisé en 2 espaces. Au sud, un espace ouvert qu'on interprète comme une aire de service, et au nord, une zone beaucoup plus travaillée avec un mur d'exèdre et au centre un hérisson de galets, et surtout dans la partie la plus septentrionale, un bassin secondaire à abside qui a conservé sur sa paroi méridionale un cuvelage en chêne caducifolié, et dans sa partie nord, un mur mêlant une architecture de pierre et des niches en bois. On retrouve les amphores qui caractérisent les viviers pour l'époque romaine. La fouille de ce petit bassin nous a permis d'avoir une idée de la superstructure qui recouvrait ce sous-bassement. Je ne vais pas vous détailler toute l'architecture qu'on a pu retrouver, mais on voit une photo ici de l'effondrement à l'intérieur de ce bassin, et on a retrouvé énormément de blocs d'opus réticulés ou quasi-réticulés ici, et des fragments de plaques de pavement en opus sectilé. Ce fragment est celui que l'on voit ici, et qui reprend la forme de l'abside de notre bassin. Donc, a priori, un opus sectilé venait recouvrir ici toute la zone directement en contact avec ce bassin. Sous cet effondrement, on a pu
grâce à un tamisage systématique de tous les sédiments à l'intérieur du vivier, récupérer des milliers d'ossements de poissons qui sont encore en cours d'étude, mais les premiers résultats montrent que l'espèce dominante conservée in vivo dans ce bassin était la murène, et également deux espèces très représentées, le labre vert et le labre merle. Toutes ces trois espèces sont des espèces évidemment très intéressantes d'un point de vue de l'observateur et rentrent totalement dans la fonction de vivier d'agrément telle qu'on la conçoit. Également, nous avons pu retrouver ici un fond de vase en laiton avec une scène figurée tirée de l'Iliade où on a Achille attrapant par les cheveux l'enfant de Troïlos, le fils cadet de Priam. La découverte récente de l'année 2013 a été dans la partie ici ouest de ce bassin, un compartiment en bois rempli exclusivement d'huîtres, et il s'agit, à n'en pas douter, d'un lieu de stockage des huîtres in vivo avant leur consommation sur le triclinium. Ce type de structure est de façon récurrente associé à les riches villas maritimes, en particulier sur la côte du Latium et de la Campanie, et on est en droit de supposer l'existence d'une telle villa maritima à Narbonne en relation avec les structures portuaires de stockage et de production que nous avons vues précédemment. Le problème est que pour le moment, nous n'avons pas la Villa Maritima à Narbonne, mais les fouilles les plus récentes, qui sont terminées il y a 15 jours maintenant, ont pu découvrir dans cette zone-ci un mur de terrasse de 400 mètres qui pourrait être associé à cette villa, ou du moins à des jardins d'agrément que l'on suppose par la découverte d'énormément d'essences d'arbres dans le comblement de notre bassin. La question que l'on peut se poser à partir de cette découverte est: quelle était la part de cette villa maritima dans l'organisation du commerce et dans le fonctionnement des ports de Narbonne? Jusqu'à notre découverte, toute la zone de la nautique était interprétée comme le port de Narbonne à l'époque augustéenne. Cependant, c'est assez maigre pour le port de la Celtique tout entière. A priori, d'après nos résultats, il semblerait plus que nous sommes ici en présence d'une zone privée qui associe une partie résidentielle avec une partie économique tournée vers les activités portuaires. La même question sur l'importance des villas dans le système portuaire peut être posée à partir des prospections réalisées à Sainte-Lucie. On est ici à l'entrée des lagunes. Voici une vue 3D de l'île, où on a pu, grâce à la prospection, localiser une villa associée à un débarcadère dans une petite anse ici. Cette villa est essentiellement tournée vers l'exploitation en carrière du calcaire. On a 17 hectares d'exploitation en carrière. Certaines sont datées, la datation de certaines à l'époque romaine est attestée, même s'il est difficile de dater ce type de structure. Et on retrouve également des éléments d'importation, des amphores de Tarraconèse et des amphores italiques. La question que l'on peut se poser encore une fois ici, c'est le matériel que l'on retrouve, le matériel importé que l'on retrouve sur ce site, a-t-il transité par Narbonne ou par un port comme la Nautique, ou est-il directement arrivé sur l'île pour la villa? On continue encore avec les fouilles de l'île Saint-Martin. Ici, on est toujours à l'entrée de la lagune. Le site a été fouillé depuis 1999 et depuis 2009, des fouilles programmées extensives sont en cours et ont permis la découverte et une amélioration de notre connaissance du site, qui s'organise tout d'abord autour d'une cour centrale avec un bâtiment en pierre de taille que l'on voit ici. Et autour de cette cour centrale et sur les deux ailes à partir de ce bâtiment, on retrouve toute une série de boutiques et de thermes. Ce complexe monumental est construit à partir des années 20 avant Jésus-Christ, et à l'intérieur du bâtiment ici en pierre de taille, Stéphane Monet et Guillaume Duperron, qui fouillent le site, ont pu mettre au jour ici une balance et une grande quantité de jetons qui laissent penser à une activité commerciale et peut-être de contrôle du commerce. À cette activité s'ajoute un rôle dans les gardes des navires, puisque deux citernes, en voici une, ont été fouillées l'an dernier, des citernes de grande dimension, 10 mètres, c'est la longueur qui n'est pas complète encore, 3 mètres de large, et en relation directe avec un mouillage que l'on retrouve ici,
qui n'a pas été délimité encore dans le détail, mais qui ne fait aucun doute. Donc ces citernes en relation avec cette activité, encore une fois, portuaire. Également une activité de réparation des navires attestée sur le site par la découverte ici d'une plaque de calfatage en plomb. Un autre site important pour la compréhension du site du système portuaire narbonnais. Donc on a pu voir que nous avons des sites avec une activité portuaire proprement dite, mais également des sites de production et encore un site de production important pour le système narbonnais. Il s'agit du site de la Grange Neuve, daté du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ, où au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, le site est entièrement spécialisé sur la production d'amphores gauloises 4 qui sont exportées dans toute la Méditerranée occidentale et même dans les zones plus continentales. Donc on a affaire à une zone de production, une zone d'exportation. La question est, est-ce que l'exportation se faisait par la via Domitia, que l'on voit ici représentée en rouge, ou directement via la lagune qui est ici à proximité de nos jours. On n'a pas la relation exacte avec la lagune dans l'Antiquité. Enfin, une autre des découvertes les plus spectaculaires du projet se situe ici au Castellou, dans les zones inondables de l'ancien delta de l'Aude, où Corinne Sanchez et ensuite Marie-Pierre Gézébou ont pu fouiller deux levées et un brise-lames qui venaient canaliser l'ancien cours de l'Aude dans la lagune. Alors voici une photo aérienne des fouilles avec deux voies, une voie ouest et une voie est, avec un chenal de 50 mètres de large pour 5 mètres de profondeur, donc un tirant d'eau particulièrement important. Les premiers aménagements datés de cette structure remontent à la moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. Il s'agit de palais en bois sur lesquels a été construit la chaussée. Le bois a pu être daté par dendrochronologie. Donc voici une représentation artistique de ce qu'a dû être la construction d'une des deux chaussées. Au cours du IIe siècle après Jésus-Christ, cette chaussée est encore aménagée. On retrouve ici un entrepôt, un mât de levage, dont voici une photo ici. On a également attesté des voies sur Orient dans ce secteur et une plage aménagée de ce côté-ci. Voici une représentation artistique de la zone au IIe siècle de notre ère. Voici une image qui illustre tout d'abord les dimensions de la structure et sa situation au milieu des lagunes narbonnaises. Voici ici ces dimensions. Au cours du IVe siècle, un événement, certainement une crue, détruit une partie de la chaussée. Nous sommes ici dans cette zone-là. Et la structure est reconstruite en utilisant du matériel de la démolition des bâtiments de Narbonne. On peut voir ici des fragments de colonnes en marbre, en calcaire fin, des éléments moulurés. Et dans ces niveaux de reconstruction, on a pu retrouver également des fragments de fûts de colonnes qui reprennent exactement les dimensions des fûts de colonnes attribués au Capitole de Narbonne. Au cours de la fouille de ces niveaux, sous les pierres qui reconstruisent la chaussée, a pu être découvert dans cette zone-ci, tout d'abord un amas d'amphores, et sous cet amas d'amphores était conservée une épave, et les amphores faisaient partie de la cargaison de cette épave. Marie-Pierre, ici présente, fouille cette structure depuis l'an dernier. La fouille se poursuivra cet été. Il fera l'objet, je pense que Marie-Pierre ou peut-être Ambroise vont détailler le projet d'une reconstruction dans la région narbonnaise. A priori, cette épave aurait été coulée lors de l'événement qui a causé la destruction de la chaussée et elle aurait été réutilisée afin de reconstruire et de consolider cette chaussée. Pour faire un lien peut-être tiré par les cheveux avec la région romaine, on est peut-être exactement même dans l'épave de Caligula sous le mol de... Voici une dernière représentation de l'activité que l'on peut imaginer sur ces lagunes au sein de ce chenal artificiel qui faisait le lien entre Narbonne et la Méditerranée. Mais bien sûr, nous avons pu fouiller cette structure sur seulement un peu plus de 1,5 km et il reste à préciser le lien de ce chenal avec le centre-ville de Narbonne. Il nous reste encore quelques kilomètres à découvrir.
Je passe tout de suite la parole à notre collègue Ambroise de la Salle qui va vous présenter l'intégration de ces résultats et le projet du musée régional de Narbonne. Merci Nicolas. Je tiens tout d'abord à remercier l'école française et sa directrice Madame Virlouvet de m'avoir invité pour présenter un projet de nouveau musée qui est aujourd'hui en préfiguration assez avancée sur Narbonne. Donc Nicolas peut nous présenter des résultats remarquables des recherches menées par le projet collectif de recherche. De mon côté, je vais vous proposer de regarder vers l'avenir et d'un avenir proche, et je vais vous présenter donc les grandes lignes de ce nouveau musée, et je vais essayer également d'insister un petit peu sur la manière dont ce projet se construit aujourd'hui en lien avec l'équipe de recherche qui travaille sur la redécouverte du port de Narbonne. Donc en quelques mots, ce projet est aujourd'hui lancé depuis 2010. C'est un musée qui a été voulu par la région Languedoc-Roussillon, donc collectivité territoriale française qui couvre un territoire large du Rhône jusqu'aux Pyrénées. Une collectivité qui est appelée à évoluer. Comme vous savez, donc le gouvernement français est en train de mener des réformes importantes en termes de découpage territorial. Néanmoins, initialement, ce projet a été lancé par la région et notamment par son président en 2010, Georges Frêche, un personnage haut en couleur qui avait une vision précise, en tout cas une vision forte pour le développement de ce territoire. Son intention et celle qui nous guide aujourd'hui, c'est effectivement de redonner une nouvelle visibilité au patrimoine romain de Narbonne, un patrimoine qui est largement méconnu. Contrairement aux grandes villes romaines du sud de la France, comme Arles, Nîmes ou Orange, qui toutes en bénéficient de monuments romains encore debout et qui contribuent à leur notoriété, Narbonne n'a plus aucun aujourd'hui monument debout, et néanmoins c'est une ville qui a joué un rôle très important dans l'Antiquité sur le territoire gaulois. L'idée est effectivement donc de rassembler des collections aujourd'hui éparpillées entre différents sites, différents musées, que je vais vous présenter rapidement, et de les rassembler dans un nouvel établissement, un nouveau bâtiment qui redonnera vie et fera mieux connaître ce patrimoine romain. Un des points qui a également motivé la mise en place de ce projet, c'est finalement de réussir à travailler en bonne coordination avec justement des chercheurs, des archéologues, et notamment donc l'équipe du projet collectif de recherche qui travaille sur les ports antiques depuis au moins 2009. L'idée est donc de faire connaître ce travail et de faire de ce musée plus qu'un simple musée archéologique, mais également un lieu favorisant la recherche et un lieu qui fera connaître le travail des archéologues, leurs méthodes, les disciplines et la manière dont ils travaillent. Donc, en quelques mots, les grands objectifs de ce musée, c'est vraiment de valoriser la Narbonne antique au sens large et de montrer son évolution, la naissance de la ville romaine à la fin de l'âge du fer, son développement et jusqu'au, on va dire, la continuité de son histoire au Moyen-Âge. C'est également un musée que nous souhaitons ouvert à l'échelle régionale, en tout cas ouvert sur le patrimoine romain en Languedoc, et de manière à faire connaître de manière large, au public le plus large, l'histoire romaine riche de cette région. Le troisième grand objectif de ce musée, c'est d'être comme je vous disais, plus qu'un musée, un centre de recherche. Et pour cela, nous avons intégré dès le début des espaces au sein du futur musée, des espaces de travail qui permettront d'accueillir des chercheurs, des étudiants, des universitaires pour venir travailler sur les collections et également de présenter ce travail. Nous souhaitons également y développer des activités de restauration, notamment de restauration de mobilier archéologique et d'enduit peint, puisque Narbonne est riche d'un patrimoine important en termes de peinture murale. Et donc à côté de toutes ces activités, nous souhaitons présenter en lien logique faire la continuité entre le travail des archéologues et la valorisation de ce travail auprès du public le plus large. Quelques mots donc sur les collections que nous présenterons dans ce musée. Tout d'abord, Narbonne, du fait qu'aujourd'hui son passé romain est peu visible, nous souhaitons vraiment revaloriser et faire connaître le rôle qu'elle a joué en tant que capitale provinciale, d'une part, à travers des éléments de collection comme celles que vous pouvez voir ici, notamment un certain nombre de pièces qui témoignent de son statut de capitale et du rôle qu'elle a joué précocement, puisqu'effectivement Narbonne a été la première colonie romaine fondée en territoire gaulois, vers 118 avant Jésus-Christ, et pour cela elle a gagné une forme de prééminence, ou en tout cas elle a joué un rôle important qu'elle a maintenu tout au long de l'Antiquité.
Donc, de par ce rôle-là, le musée de Narbonne présente des collections qui seront valorisées dans ce sens. Narbonne, donc comme vous le savez bien maintenant, c'est également un grand port de commerce, à travers un certain nombre de collections que je présenterai un peu plus en détail un peu plus loin. Mais Narbonne, aujourd'hui, c'est également une ville au patrimoine romain riche grâce à des peintures murales qui permettent d'illustrer la vie quotidienne de riches familles romaines, notamment grâce aux nombreuses découvertes qui ont été faites sur un site qui s'appelle le Clos de la Lombarde, qui est en fait un site de maisons romaines qui ont été fouillées sur près de 30 ans et qui ont permis la découverte de peintures murales et de l'ensemble du décor de plusieurs maisons. Donc, tous ces décors ont été reconstitués. Nous disposons près d'une cinquantaine de panneaux aujourd'hui qui seront présentés dans ce futur musée. Vous avez notamment ici une image en bas à gauche qui est des plus belles pièces des peintures murales, qui est de la peinture dite au génie, qui est en fait une mégalographie où est représenté un génie accompagné d'une victoire au sein d'une architecture en trompe-l'œil. Donc voici cet ensemble de peintures murales constitue sans doute un des collections les plus impressionnantes qui seront valorisées dans le futur musée. Et le deuxième ensemble particulier que nous présenterons est un ensemble tout à fait exceptionnel. Il s'agit d'une collection labaire aujourd'hui présentée dans une église désaffectée qui est constituée de près de 1500 blocs d'architecture qui sont, comme vous pouvez voir sur ces photos, qui sont tout simplement empilés et qui sont présentés de cette manière depuis près de 120 ans, puisque ces blocs ont été récupérés lors de la destruction des remparts. L'histoire de cette collection est longue, puisqu'il faut imaginer que ces nombreux blocs ont été remployés à plusieurs reprises dans les remparts de la ville, et qu'ils ont survécu grâce à ça jusqu'à nos jours, et qu'ils sont aujourd'hui donc conservés bon gré mal gré dans cette église, et que nous souhaitons donc notre projet est donc de rassembler cette collection lapidaire avec l'ensemble des autres pièces dans un nouveau musée qui donnera donc une nouvelle visibilité à cet ensemble. Donc quelques mots sur cette collection. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il s'agit à la fois de frises, de chapiteaux, d'inscriptions en très grand nombre. Finalement, c'est peut-être une des collections les plus importantes en France. Nous disposons de près de 1000 inscriptions, notamment des inscriptions funéraires. Et nous travaillons notamment en ce moment avec un groupe de chercheurs pour renouveler la publication de cet ensemble et essayer de mieux connaître l'ensemble de ces inscriptions. Donc ce deuxième ensemble exceptionnel sera présenté dans le futur musée. Donc nous avons un gros chantier de déménagement en perspective et de restauration qui est aujourd'hui bien engagé. Donc ce projet, lancé comme je vous disais en 2010, est aujourd'hui dans une phase assez avancée de préfiguration. En 2011, un concours d'architecture a été lancé et c'est une équipe internationale qui a été retenue, composée d'un architecte fameux, donc Norman Foster, le cabinet Foster & Partners, qui a remporté ce concours et qui s'était associé pour l'occasion avec un cabinet de scénographie qui est le studio Adrien Gardère. Donc cette équipe a effectivement remporté ce concours, notamment grâce à une proposition qui a séduit le jury, dans une proposition tout à fait originale et intéressante pour valoriser la collection lapidaire dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'effectivement leur proposition est de rassembler cette collection lapidaire au sein d'une grande galerie qui traversera tout le futur musée et qui constituera une épine dorsale, à la fois la frontière entre les espaces publics et les espaces professionnels et un lieu de valorisation spectaculaire et fort du patrimoine romain de Narbonne. Donc en quelques mots, l'identité, c'est pour vous donner une idée de ce futur musée. Donc le projet s'implante sur une parcelle d'environ 3 hectares qui est située à l'entrée de la ville. Le bâtiment projeté devrait faire environ 9000 m², dont 3200 m² d'exposition. Et le coût global du projet est de 44 millions d'euros. Donc ce musée est destiné à s'implanter à l'entrée de la ville, dans un espace en pleine reconfiguration aujourd'hui, situé à peu près à mi-distance entre la sortie d'autoroute et le centre ancien. Donc la parcelle que vous voyez ici en vert clair correspond au site d'implantation du futur musée, en proximité immédiate du canal de la Robine, donc dont parlait Nicolas tout à l'heure, qui est on va dire le résidu du cours d'eau de l'Aude de la période antique, qui aujourd'hui traverse la ville de Narbonne et rejoint la mer. Donc nous sommes dans un site qui bénéficie de nombreux avantages.
notamment en termes d'accessibilité et de lien vers le centre-ville, vers le centre ancien de Narbonne. Quelques mots sur le projet architectural en lui-même, en termes de conception. Le principe, le choix qui a été fait par l'équipe d'architectes a été de mettre en place un bâtiment relativement simple et sobre qui insiste sur notamment sur le traitement de la toiture très saillante sur l'ensemble des façades et néanmoins qui avec des ouvertures régulières sous forme de grandes baies vitrées qui permettent l'entrée de la lumière dans les espaces d'exposition. Vous avez ici une vue de l'entrée du musée. Donc effectivement, on est ici en près de l'ouverture, l'entrée du public, et vous pouvez remarquer que le traitement des murs, la couleur est assez particulière. C'est une proposition que les architectes ont faite en cours d'études, qui est en fait d'apporter un caractère original en proposant un béton teinté, un béton décoratif qui est constitué de couches superposées qui rappellent l'accumulation des strates et qui rappellent indirectement l'archéologie en quelque sorte. Donc vous pouvez voir sur l'image, la grande image de gauche ici, que les architectes ont proposé de composer ce bâtiment en 2 grandes parties. Je vous parlais tout à l'heure de cette grande galerie lapidaire qui traverse tout le bâtiment, on la voit ici. Et l'idée, effectivement, c'est que cette galerie soit à la fois une épine dorsale et un élément de séparation. Et ils ont souhaité renforcer cette idée en traitant en béton décoratif l'ensemble des murs périphériques de manière à caractériser, à donner un caractère fort au lieu et en laissant visible ce béton, notamment dans les espaces d'exposition qu'on va voir un peu plus loin. Donc vous avez à droite une image d'un prototype qui a été fait sur ce béton. Là, les teintes sont assez claires. Nous nous orientons sans doute vers des teintes un peu plus foncées pour le rendu final de ce musée. En quelques mots, donc le choix, comme je vous disais, le choix fort qui a été fait par l'équipe d'architectes est de proposer une grande galerie qui traverse le bâtiment, qu'on voit ici. Donc là, vous avez un plan schématique du futur musée. Cette galerie constituera effectivement à la fois un lieu de visite, un lieu de parcours pour les visiteurs, et également un lieu d'accès vers l'espace professionnel. Un des grandes caractéristiques du travail de Norman Foster est de toujours avoir donner une vision claire des lieux qu'il conçoit. Et encore une fois ici, on retrouve vraiment une conception très claire avec un bâtiment qui est partagé en 2, donc un bâtiment de plan carré qui se développera de plein pied. Vous avez à gauche la partie publique avec les espaces d'entrée, les espaces d'exposition temporaire, permanente, l'auditorium. Cette grande galerie donc qui présentera la collection lapidaire. Et à droite, les espaces professionnels, les réserves, les lieux de recherche. Et en étage, les bureaux. Donc je vais vous présenter peut-être un peu plus dans le détail maintenant le parcours muséographique et la place qui tiendra la présentation du port et les résultats des fouilles des chercheurs. Donc, vous avez ici un plan qui correspond plus précisément au développement de ce futur musée. Dans le principe, les visiteurs, donc après avoir traversé le hall d'entrée qui est en vert ici, pourront bénéficier d'une première introduction sous forme de grandes cartes projetées, des grandes cartes qui resitueront la ville de Narbonne et la province de la Gaule narbonnaise et qui donneront un aperçu de son évolution historique. Après cette introduction, donc les visiteurs descendront cette galerie et découvriront sous forme de dispositifs multimédia, plusieurs thématiques en lien avec la collection lapidaire et découvriront ensuite l'ensemble du parcours d'exposition permanente dans l'espace jaune que vous avez ici, que je présenterai un peu plus en détail. Donc là, on a quelques visuels, donc pour l'instant de l'introduction dont je parlais à l'instant. La galerie lapidaire, donc qui constituera sans doute le clou de la visite, puisque l'idée est de rassembler ici, sous forme d'une grande structure longiligne de près de 80 mètres de long, l'ensemble de la collection. Donc l'originalité de l'idée de cette présentation, ce qui a motivé ce choix, c'est plusieurs choses. D'abord, de rappeler la dimension monumentale de la ville, rappeler ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, les monuments disparus de la ville, mais rappeler également l'histoire de cette collection, puisque je vous disais que les blocs ont été remployés dans les remparts de Narbonne, au Moyen-Âge, puis à nouveau à la Renaissance, et que ces remplois successifs ont sauvé la collection. L'idée est donc de donner à voir de manière indirecte cette histoire, et de la raconter de manière un peu plus directe grâce à des outils de médiation. Vous pouvez distinguer ici et à intervalles réguliers 3 zones où sont insérés des écrans qui permettront de raconter l'histoire de la collection, mais également de
d'expliquer un certain nombre de pièces majeures dans la collection lapidaire. Ces pièces majeures seront effectivement, il sera effectivement possible de déplacer facilement chacun des blocs qui se situent dans cette galerie lapidaire. Effectivement, l'originalité de la proposition des architectes était donc d'une part de proposer ce dispositif, mais également de proposer un outil qui permet de déplacer ces blocs facilement. En l'occurrence, l'outil proposé, qu'on voit apparaître dans la diapo suivante, voilà, qu'on voit ici, est un transstocker, c'est-à-dire un bras, un mât qui est disposé sur des rails et qui peut se déplacer le long de la structure pour venir déplacer un bloc, chacun des blocs étant fixé sur palette, pour le descendre et en donner accès aux chercheurs. L'idée est donc que nous avons comme une grande bibliothèque, une grande glyptothèque au sens premier, et chacun des blocs pourra être accessible et pourra être ainsi étudié et pourra être rendu visible plus facilement aux visiteurs. Je vous parlais d'outils de médiation. Effectivement, l'idée est d'utiliser cet outil également pour développer un discours et notamment pour présenter un certain nombre de pièces. L'idée étant de pouvoir déplacer facilement les blocs qui se situent au centre des écrans, de manière à ce que lorsqu'un bloc est installé dans cette case, cela déclenche une petite séquence audiovisuelle qui viendra expliquer à la fois la scène figurée ou bien replacer le bloc dans un contexte architectural ou archéologique et ainsi pouvoir expliquer un bon nombre de pièces de la collection lapidaire. Donc, comme vous pouvez voir, on a ici un élément qui constituera vraiment sans doute la partie la plus spectaculaire du parcours et qui sera à la fois un outil de conservation et de valorisation de cet ensemble lapidaire. Pour vous donner un aperçu un peu plus précis du parcours, donc après avoir descendu cette galerie lapidaire, les visiteurs pourront découvrir sous forme de grandes séquences thématiques la ville romaine de Narbo-Marcius. Le principe de ce parcours est d'avoir d'avoir distingué des séquences thématiques. Donc une première qui présente la ville dans sa dimension urbaine, architecturale et sociale. Donc c'est les espaces en vert sur ce plan. Une deuxième séquence en jaune ici qui présente la vie domestique, les maisons, leurs décors, en restituant notamment plusieurs pièces des maisons qui ont été découvertes sur le plateau de la Lombarde. Comme vous pouvez le voir, on distingue plusieurs cellules ici, et certaines seront en fait des reconstitutions à grandeur réelle de certaines pièces à vivre, avec leurs décors muraux, leurs décors de plafond et parfois leurs décors de sol également. Donc ce parcours se continuera par une séquence en bleu que vous voyez ici qui sera consacrée au port et notamment aux activités économiques liées au port, donc principalement au commerce. Et une petite séquence terminera le parcours qui ouvrira sur l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, en insistant plus particulièrement sur la perpétuation d'un certain nombre de traits de civilisation propres à l'époque romaine qui se sont perpétués jusqu'au 8e siècle après Jésus-Christ. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur un parcours assez libre, assez ouvert, mais qui se complète par cette zone centrale qui apparaît en beige sur le plan. Cette zone qui est constituée d'une part au centre d'une zone de repos, d'une zone de transition, où seront présentées peu de collections, et surtout vous pouvez distinguer 4 pièces, 4 cellules, qui sont en fait des espaces de médiation que nous souhaitons consacrer chacune à une des thématiques fortes du musée. Et il s'agit là non pas de pièces où on présentera des collections, mais d'espaces où nous développerons sous forme de différents outils de médiation. Nous souhaitons y parler spécifiquement du travail des archéologues. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un des axes forts du projet, c'est vraiment de parler de l'archéologie et de faire parler les archéologues. Dans ces différents lieux, sous forme de films, de projections, nous souhaitons effectivement développer différents discours, que ce soit sur l'épigraphie, sur l'étude de l'architecture, sur les projets pluridisciplinaires, comme justement le projet de recherche sur les ports antiques. Et l'idée est de faire un lien entre les collections qui sont présentées dans les espaces périphériques et le discours des archéologues qui seront ici en lien avec chacune des séquences que nous avons autour. Donc en l'occurrence, cet espace que vous pouvez voir ici sera consacré au programme de recherche sur les ports antiques. Et donc quelques mots maintenant un peu plus spécifiquement sur la séquence qui sera consacrée aux ports. Donc
Pour Narbonne, nous sommes face à un cas de figure un peu particulier, un peu difficile, puisque nous devons présenter un port qui est aujourd'hui invisible. Non seulement le port antique a complètement disparu, il est enseveli dans les étangs, mais en plus la ville moderne de Narbonne n'a plus du tout de caractère portuaire. Puis le Moyen-Âge, son port a complètement disparu, et aujourd'hui, que ce soit en termes d'activité, de site, ce n'est plus du tout une ville portuaire. Donc un des défis, c'est de faire ressentir cette dimension portuaire dans le futur musée, faire comprendre à la fois l'ampleur du port, puisque comme vous avez pu le voir avec la présentation de Nicolas Carillon, le port romain était d'une ampleur extraordinaire, et un des objectifs, c'est de faire vraiment ressentir aujourd'hui l'ampleur de ce port et les activités qu'il a abritées. Donc, en quelques mots, nous avons distingué plusieurs thématiques. Nous présenterons tout d'abord le port et ses structures portuaires, ses différentes installations, principalement à travers un outil de médiation qui est une grande carte interactive. Nous présenterons ensuite l'ensemble des marchandises qui ont transité par Narbonne, en essayant de donner un aperçu de l'évolution chronologique et des différents types de marchandises qui ont transité par ce port. Nous développerons également une présentation sur tout ce qui est les acteurs du commerce, les acteurs économiques, notamment à travers une série d'inscriptions puisqu'effectivement à Narbonne nous disposons d'une riche série d'inscriptions présentant des métiers liés au commerce. Et nous terminerons par une présentation plus spécifiquement liée aux navires, les navires principalement de commerce, les navires que ce soit des navires tels qu'ils ont été retrouvés à Narbonne ou sur le pourtour méditerranéen. Donc je reviendrai pas plus précisément sur les structures portuaires. Comme je vous disais, pour le coup, nous aurons pas de collection à présenter, mais nous passerons par un outil interactif qui donnera à voir les différents sites qui ont été fouillés et la manière dont nous les comprenons aujourd'hui, que ce soit en termes d'aménagement et de fonctionnement et d'évolution. Donc là, il s'agit vraiment de présenter un système portuaire complexe avec des sites qui sont en complémentarité les uns des autres et qui ont évolué au cours du temps, certains étant abandonnés assez précocement, d'autres ayant vécu très longtemps. Pour ce qui est des marchandises, donc nous avons des séries intéressantes, importantes d'objets, alors notamment des amphores, comme on en voit dans beaucoup de ports méditerranéens, d'autres séries qui relèvent d'épaves, comme par exemple une série de lampes à huile ici qui proviennent d'une épave découverte et malheureusement qui n'a pas été fouillée dans les années 70 sur la ville de Gruissant. Et nous avons récupéré un certain nombre d'objets qui sont issus de ces épaves. Et l'idée est de pouvoir donner à voir de manière rapide les différents types de cargaisons qui ont transité par Narbonne. En plus des marchandises, nous pouvons évoquer également à travers l'iconographie les activités des marchands, puisque vous avez par exemple ici un bas-relief donnant à voir le remplissage de plusieurs amphores. Pour ce qui est des acteurs économiques, donc comme je vous disais, nous bénéficions à Narbonne d'un grand nombre d'inscriptions, que ce soit de personnages importants qui ont été des acteurs du commerce, notamment comme l'inscription de la famille des Fadii, comme vous pouvez voir ici, cette grande selle en marbre. Nous avons des mentions de marchands, bien sûr, de mercator, mais également de nombreux métiers liés à l'argent, au métier d'argent, donc un numularius ici, et tout un grand nombre d'activités qui sont plus ou moins rares et qui sont plus ou moins rarement attestées dans le monde romain. Concernant la navigation, donc nous avons un certain nombre de pièces qui sont des évocations directes des navires, comme l'ancre dont parlait Nicolas tout à l'heure, donc une ancre découverte en 1990 et qui atteste de la taille des navires qui ont pu transiter par Narbonne. Et tout un ensemble de pièces peuvent témoigner également donc de ces navires et des activités des marchands, mais également toute une série de bas-reliefs, une riche série qui permet de donner à voir la forme des navires, leur ampleur, leur mode de fonctionnement. Et vous avez par exemple ce bas-relief qui donne à voir le chargement d'un navire, certainement un navire de cabotage, puisqu'on voit qu'il était équipé à la fois de rames et de voiles. En complément de ces collections donnant à voir les navires, nous souhaitons présenter une épave, spécifiquement une épave qui a été découverte donc à Fos-sur-Mer, l'épave de Saint-Gervais-III, qui est intéressante puisqu'elle est sans doute une épave qui a transité par Narbonne. En tout cas, l'hypothèse a été émise qu'elle a pu transiter par ce port.
Et nous souhaitons donner à voir plus spécifiquement, sous forme d'une grande coupe de la coque de navire, le mode de chargement de ces épaves, de ces navires. Pardon. L'idée étant de donner à voir à la fois comment ce navire était chargé et de raconter les informations que nous avons retrouvées grâce à la fouille et grâce à un certain nombre de données comme les marques peintes, puisque les amphores Dressel 20 qui ont été retrouvés dans cette épave portaient pour beaucoup des marques peintes attestant leur origine de Bétique. Donc pour terminer, en complément des collections, nous projetons d'utiliser un certain nombre d'outils de médiation, des outils traditionnels pour certains ou plus innovants pour d'autres. L'idée étant à chaque fois d'apporter des informations complémentaires, que ce soit une manière de remettre en contexte des objets, que ce soit une manière de donner à voir des éléments qui sont pas visibles sur place, et ou bien tout simplement de donner, de restituer de manière vivante la réalité du monde romain. Donc vous voyez sur ce plan les différents outils que nous souhaitons mettre en place. Je voulais signaler notamment l'espace dont je parlais tout à l'heure. Donc nous appelons ça les alcôves, ces espaces où les visiteurs pourront découvrir l'activité des archéologues. Donc ces différents outils, je vous parlais tout à l'heure de l'utilisation pour présenter le port d'une grande carte interactive. Donc là, l'idée étant de pouvoir donner à voir, sous forme d'une grande carte, l'ensemble du port, une carte qui pourra rester, effectivement, qui pourra donner à voir à la fois les évolutions du milieu naturel, puisque à Narbonne, comme souvent, le lien avec le milieu naturel et l'environnement est fort, et il explique pour beaucoup la manière dont le port a été construit et comment il a évolué. Donc en plus de montrer ces données liées au milieu naturel, cette carte permettra également de comprendre les différents sites qui ont été fouillés aujourd'hui. Donc sur les 4 sites qu'on vous a présentés tout à l'heure, effectivement, on a à chaque fois la possibilité de donner à voir, sous forme d'images de synthèse notamment, la manière dont le site a été aménagé et la manière dont il a fonctionné. L'idée étant d'avoir ici un outil qui est accessible par plusieurs personnes en même temps, et qui est riche en contenu visuel notamment. L'idée aussi d'utiliser un outil numérique, c'est de rester ouvert sur les évolutions, parce que nous avons affaire ici à une équipe de chercheurs qui continue à travailler. Il est important de rester ouvert sur les évolutions futures et d'intégrer les nouvelles découvertes, les nouveaux sites, les nouvelles interprétations qui ne manqueront pas d'arriver face à la compréhension de ce port. Un deuxième outil que nous souhaitons mettre en place, qui est plus spécifiquement lié à l'épigraphie, c'est un outil que nous avons appelé le fil rouge épigraphique. En fait, c'est un outil qu'on retrouve à 5 occurrences dans tout le parcours, et une de ces occurrences concerne le monde du commerce. L'idée étant de donner à voir comment on peut déchiffrer une inscription peinte, en l'occurrence une inscription sur amphore. Il s'agit ici vraiment de donner les clés de compréhension simples, grâce à un outil multimédia, pour que le visiteur puisse mieux apprécier à la fois ce qui fait l'originalité de l'épigraphie en général et surtout de la lecture d'inscriptions peintes par comparaison avec des inscriptions gravées sur pierre ou sur bronze. Donc ce type d'outil est ici se place dans un parcours qui concernera l'épigraphie sur tout le musée. Un troisième outil que nous souhaitons mettre en œuvre, c'est un outil de réalité augmentée. Donc ce sont des outils qu'on commence à voir de plus en plus aujourd'hui utilisés dans la valorisation du patrimoine, en archéologie notamment. L'idée étant de permettre de donner à voir, à partir de la coque de l'épave de Saint-Gervais-III, de donner à voir le navire dans son ensemble, et ainsi de donner à comprendre l'échelle à laquelle se situe ce navire. Là, l'idée d'avoir un outil à la fois didactique et très clair pour permettre aux visiteurs de mieux apprécier l'aménagement d'un navire et la manière dont il fonctionnait. Un quatrième outil donc plus traditionnel que nous souhaitons mettre en place, ce sont des maquettes. Nous travaillons depuis presque 1 an maintenant, en lien avec Marie-Pierre Gézégou, à la constitution de maquettes. Alors nous ne sommes pas ici dans la reconstitution de navires précis qui ont été révélés par des épaves, mais plutôt l'idée étant de donner à voir 3 types de navires différents, tels qu'ils ont pu naviguer et entrer dans le port de Narbonne, afin de mieux faire comprendre quel type d'outils les marchands et les navigateurs romains utilisaient. Donc nous souhaitons ainsi faire à l'échelle du 30e ces 3 navires, donc une échelle qui permet de donner beaucoup de détails et qui permettra aussi à la fois en termes de valorisation, de rendre plus vivant la compréhension de ces navires.
Donc c'est un travail en cours aujourd'hui. Le travail a commencé sur le Ponto, donc un grand navire de commerce. Vous avez ici quelques images, donc à droite, en bas à droite, une photo de la maquette en cours de fabrication. La coque est à peu près terminée et le travail est en cours aujourd'hui pour restituer les gréements et les mâts. Je vous ai également mis une image du plan sur lequel travaille donc un plan qui a été réalisé par Marc Bollon, donc un architecte qui se spécialise sur l'étude des navires. Et la maquette que vous voyez donc est réalisée par Henri et Isabelle Arquet, qui sont maquettistes spécialisés de marine. Et pour terminer, parmi les différents outils multimédia, outils de médiation que nous souhaitons mettre en œuvre, donc je vous ai parlé donc de cette alcôve. L'idée est de pouvoir vraiment mettre en œuvre ici un espace évolutif, puisque comme vous le savez sans doute, les outils de nouvelles technologies évoluent très vite. Et il est important de se ménager, de permettre des évolutions faciles à l'avenir. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace vide que nous investirons avec, dans un premier temps, un spectacle audiovisuel qui consistera en fait à projeter sur les différents murs différentes séquences audiovisuelles, mais également des animations pour raconter le projet collectif de recherche sur les ports antiques de Narbonne. Donc concrètement, là, il s'agira de donner la parole aux archéologues, de les faire parler sur leur travail et de montrer comment toutes ces études ont pu se faire en complémentarité pour faire avancer la connaissance sur le port de Narbonne. Et l'idée est également aussi de donner concrètement à voir comment se passent des fouilles dans des milieux difficiles, puisque très souvent donc les fouilles qui ont lieu sont en milieu aquatique, l'eau remonte très rapidement. Les moustiques sont là, ils sont nombreux, ils sont agressifs. Donc l'idée c'est de montrer très concrètement comment se passe la fouille sur des projets de. Donc voilà, pour terminer, donc ce projet est aujourd'hui dans une phase bien avancée, puisque nous devrions pouvoir commencer les travaux de construction à l'automne prochain. Les études de maîtrise d'œuvre se sont déroulées sur presque 3 ans. Et si tout va bien, donc nous espérons pouvoir ouvrir le musée fin 2017 ou sans doute plutôt en 2018. Et donc ainsi l'idée étant vraiment de pouvoir faire renaître la Narbonne antique et de donner à voir donc le riche patrimoine et de faire vivre ce lieu en lien avec les archéologues. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette riche présentation. Je pense que les questions ne vont pas manquer. Je suis prête à passer le micro ou à poser les premières questions pour lancer le débat un petit peu. J'en aurai 3 en fait adressées à chacun d'entre vous. Si je comprends bien ce que vous nous avez présenté, finalement sur l'habitat même de Narbonne, on a très peu de choses sur la première Narbonne, la Narbonne de la République. On ne sait pas grand-chose. Tout commence avec Auguste. Sur l'habitat, oui, on a Sur simplement pour les périodes pré-augustiennes, on a quelques témoins d'habitat, mais qui sembleraient plus s'apparenter à une bourgade indigène, des murs en pierre sèche, aucun type de construction, de mode de construction qui nous ferait penser à des constructions de type italien. Donc, où est Narbo Martius? C'est le mystère. Et puis alors, là j'ai une petite idée parce que sur place, Corinne Sanchez l'avait déjà un petit peu développé et vous aussi, mais comment expliquez-vous toujours de la même manière la très courte durée de vie de cette villa maritime quand même très impressionnante de ce bassin? Ça commence en 30 avant Jésus-Christ, ça se termine en 10. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour le site de la nautique, la chronologie donc commence. Les premières structures apparaissent en 30 avant Jésus-Christ et le site est abandonné totalement dans les années 60-70, a priori plus 60 que 70. Et pour la villa maritime? Alors pour la villa maritime, la chronologie 30 avant Jésus-Christ, 10 après, on est calqué sur le règne d'Auguste. On sait qu'Auguste est à Narbonne en 27 avant Jésus-Christ. On a quelques hypothèses, mais qui restent vraiment des hypothèses. Mais on aurait tendance à penser qu'on soit directement dans du moins une structure en relation, voire la villa
d'Auguste lorsqu'il est venu séjourner à Narbonne. Donc, on a vraiment du mal à expliquer cet abandon volontaire. La superstructure a été détruite. On retrouve systématiquement les plaques d'opus sectilés sous la superstructure. Donc on a arraché le pavement avant de pousser les murs par-dessus. Il ne s'agit pas d'un pillage. Les poissons étaient encore conservés dans le vivier. On a sur simplement les résultats que j'ai présentés, donc c'est un sondage de 2 mètres sur 2, on a déjà 18 murènes, 18 individus. Et le bassin, le petit bassin intérieur du bâtiment était 3 fois plus grand. Donc sur cette petite surface, on a tout le grand bassin encore qui n'a pas été touché. Nos prédécesseurs ont invoqué aussi l'idée d'un changement paléo-environnemental dans le secteur de la nautique qui aurait pu causer l'abandon à la fois du vivier et du secteur économique. Or, ils invoquaient un changement du cours de l'Aude qui aurait causé une importante accumulation sédimentaire. Or, on n'a pas de sédiments. Le trait de côte à la nautique est le même depuis l'Antiquité à peu de choses près. La structure fouillée par Antéas dans le débarcadère est aujourd'hui sous le port actuel de la nautique. Donc, pour ma part, j'ai du mal à valider cette hypothèse. On aurait plutôt tendance à se tourner, soit vers une construction qui a été faite pour fonctionner peu de temps, ou alors une construction qui n'était plus du tout possible d'entretenir. Je pense au texte de Varron qui parle des piscinants en disant elles sont premièrement chères à construire, deuxièmement chères à alimenter et troisièmement chères à entretenir. Donc peut-être que aux alentours de 10 après Jésus-Christ, cette structure était beaucoup trop coûteuse, donc elle a été abandonnée. Les hypothèses restent ouvertes. On attend beaucoup des travaux actuels de Corinne Sanchez et Charlotte Carato qui ont commencé les fouilles au-dessus du vivier pour essayer de lier le vivier avec les structures de la nautique pour essayer de retrouver cette Villa Maritima et peut-être une inscription qui nous en dira plus sur le propriétaire. Oui, si je peux ajouter quelque chose, il faut effectivement dissocier le vivier et la possible villa qui lui serait associée des infrastructures économiques et commerciales et portuaires de la nautique. Et plusieurs datations dendrochronologiques ont été obtenues sur le secteur de Mandirac-le-Castellou, qui montrent assez bien que lorsque le quai et les structures commerciales associées, les entrepôts notamment, sont abandonnés autour de 60. C'est à ce moment-là que l'on investit la zone du Castellou et de Mandirac pour y aménager le chenal portuaire, puisque les datations dendrochronologiques des pieux constituant la Palais nous donnent dans la zone septentrionale la date précise de 59 de notre ère. Oui, Corinne. Je vais juste rebondir sur la villa, puisque vous savez que ça m'intéresse beaucoup. Tu parlais d'un mur de terrasse éventuellement pour des jardins. Est-ce que tu peux développer un petit peu ou sans déflorer ensuite les fouilles de Corinne et... J'ai vu 3 photos de la fouille qui s'est terminée il y a 15 jours. Alors le mur de terrasse un mur avait été repéré par les géophysiciens en 2012. Donc Corinne a implanté plusieurs tranchées. Elle suit ce mur de terrasse sur environ 400 mètres. En revanche, ce qu'on avait vu déjà lors de la fouille de la partie supérieure du vivier, donc vers là où est inscrit Villa Maritima, et ce qu'a pu confirmer Corinne, c'est qu'on a, à part ce mur, on n'a pas de structure. Ensuite, on a pu repérer dans les prélèvements faits au fond du grand bassin circulaire et de notre petit bassin une quantité remarquable d'essence de bois, notamment énormément de fruitiers. Donc on a des graines, énormément de graines de raisin, mais qui peuvent appartenir à une pergola qui couvrait le vivier. Par contre, on a énormément de fragments de bois. On a du figuier, du hêtre, du cyprès. Donc a priori, on aurait, sans avoir la fouille sur la partie supérieure, on aurait un jardin d'agrément autour de la villa. Les fouilles de Corinne confirme a priori notre hypothèse de Villa Maritima. Enfin, on connaît l'importance des murs de terrasse dans les villas et également la présence d'un jardin, vu qu'on n'a pas de structure entre ce mur de terrasse et le vivier proprement dit. Merci. Bonjour, donc Sabrina Marlier du musée départemental Atlantique. J'ai une question multiple liée au chenal portuaire qui lie
Narbonne à la Méditerranée. J'aurais voulu savoir, je pense que c'est une information que j'ai ratée, en tout cas j'ai pas noté, quelle était la profondeur de ce chenal. Et ensuite, je voulais poser la question à Marie-Pierre, et ça a aussi un lien du coup avec la présentation au musée des maquettes des différents types de navires. Comment est-ce que tu imagines la circulation sur ce chenal? Donc de quel type de navire? Les gros bateaux qui restent, on va dire, en mer devant le chenal, mais à ce moment-là, sur une zone de mouillage des structures, quel type de bateau circule, arrive à Narbonne? Et une dernière petite question par rapport à l'épave, si tu peux nous dire, Marie-Pierre, juste un mot sur le type de navire auquel cette épave correspond. Oui, sur le chenal portuaire, nous ne le suivons que sur 1,9 km de long, mais nous avons trouvé son extrémité méridionale, c'est-à-dire celle par laquelle accédaient les navires. Par contre, il nous manque, comme l'a souligné Nicolas, le lien entre ce chenal de 1,9 km et la ville. Et nous ne l'avons pas parce que les prospections géophysiques sont un petit peu difficile à conduire dans ce secteur puisqu'il est planté en vigne et que les piquets métalliques des vignes nous posent des problèmes d'interférence avec les résultats des prospections électromagnétiques. La profondeur du chenal est de 5 mètres, c'est bien ça Nicolas, au maximum, et nous pensons donc que des navires de tonnage important pouvaient y accéder. Par contre, sur cette côte, je ne crois pas qu'on puisse... Alors, le chenal débouchait dans la lagune et pas directement dans la mer. Hein. Ça, c'est une première chose à bien retenir. Le cordon littoral était déjà constitué et il est beaucoup plus au sud. Si on se donne la peine de construire ce chenal, je ne pense pas que ce soit pour laisser des navires au mouillage avec les conditions de déchargement assez difficiles. La lagune de Narbonne étant particulièrement exposée notamment au cerfs, la tramontane, et on verrait qui souffle 2 jours sur 3 à peu près sur Narbonne, on verrait très mal des navires se livrer à des manutentions de transbordement de manière aussi exposée. Donc on peut envisager que les bateaux pénétraient bien à l'intérieur du chenal, qu'ils y accostaient, même si pour l'instant nous n'avons pas trouvé les infrastructures d'accostage. Le bâtiment qui a été fouillé en 2010-2011 par Corinne Sanchez sur la rive occidentale du chenal est précédé d'un mât de déchargement, un mât de chèvre ou de potence de déchargement. Donc on voit bien là qu'il y avait une possibilité d'accostage, de déchargement, même si le bâtiment est peut-être trop petit pour servir d'entrepôt et que pour l'instant on s'oriente plus vers une interprétation en tant que bâtiment de contrôle douanier. Et ensuite, l'épave que je fouille moi-même depuis l'année dernière dans la partie septentrionale du chenal est vraisemblablement une allège. Nous y avons retrouvé aucun matériel de bord, donc ce n'est pas un navire qui a séjourné, navigué en mer depuis une province éloignée. L'emplanture de mât l'emplanture de mât, c'est la poutre qui supportait le pied du mât, a probablement été récupérée dès l'époque antique. On sait qu'on récupérait de nombreux vestiges sur les épaves, les pompes de cale, et même le mât a probablement été récupéré. Tout ce qui était récupérable devait l'être dès l'époque antique. Néanmoins, nous avons trouvé les traces de l'implantation de cette emplanture de mât, ce qui nous place le mât de ce navire de manière extrêmement décentrée vers l'avant, pas suffisamment décentrée vers l'avant pour être un mât de type voile à la liverne, mais plutôt pour un type mât de charge. Donc nous aurions là une allège, alors le bateau est à fond plat évidemment, nous aurions un de ces navires qui a été représenté sur l'image que vous a montré Nicolas du port en pleine activité, avec des gros navires accostés et 2 petits navires qui viennent, soit par une potence sur le quai, soit par un mât de charge dont ils disposent eux-mêmes, décharger à l'abri les grands navires pour ensuite remonter par halage. D'ailleurs, le mât de l'allège peut aussi être un mât de halage, pour remonter par halage en direction de la ville jusqu'à un point que nous ignorons pour l'instant. Aix ne voudrait pas monopoliser les questions, mais j'en ai quand même quelques-unes. Alors, j'ai une question de la part de Sabrina, qui n'a pas osé la poser elle-même. Elle voudrait savoir s'il y avait une quille sous ce bateau. Oui, une toute petite quille de 9 cm d'épaisseur.
Très bien, merci. Moi, j'ai aussi une question double, à la fois à Marie-Pierre et à Monsieur Lassalle. Vous avez beaucoup parlé de présentation de navires et de maquettes, mais est-ce que je n'ai pas entendu que vous avez fait allusion à cette épave précisément. Est-ce qu'elle va être mise en valeur? De quelle manière? Restituée, sortie de l'eau, reconstruite? Alors, la question s'est posée lorsque la découverte a eu lieu, de savoir s'il était possible et souhaitable de prélever, restaurer, présenter cette épave dans le futur musée. Le projet était déjà bien avancé, de conception du musée d'une part, et d'autre part, donc qui rendait difficile l'intégration de l'épave dans les espaces muséographiques. Et par ailleurs, le dégagement complet de l'épave a montré que la coque est en très mauvais état. Et concrètement, en fait, du fait qu'elle a été utilisée dans la digue, donc ensevelie sous des blocs de pierre, on voit sur la photo ici qu'il y a à la fois sous la coque et sur la coque, on avait des grandes quantités de blocs qui venaient écraser l'épave. La restauration aurait été difficile, coûteuse, et pour un résultat douteux. Donc le choix a été fait de ne pas restaurer, de ne pas prélever et restaurer cette épave, mais de la présenter sous forme. Alors c'est vrai que j'ai omis de le préciser tout à l'heure. Sur les 3 maquettes que nous souhaitons créer, l'une d'elles serait la reproduction de ce navire pour montrer son fonctionnement en tant qu'allège et une navire utilisé pour décharger des gros navires, en l'occurrence le grand ponto que nous avons commencé à réaliser, et afin de donner à voir la découverte de cette épave. L'idée étant, pour valoriser cette épave, une autre idée nous est venue, c'est de faire réaliser un facsimilé à l'échelle. Cette idée nous est venue du fait qu'il existe à Narbonne, même en proximité immédiate du site de découverte, un chantier naval qui travaille sur des restaurations, surtout des restaurations aujourd'hui de navires anciens, et qui pourrait, en tout cas qui s'est montré intéressé de réaliser une reproduction à l'échelle de ce navire-là. Une réplique navigante. Une réplique navigante, ouais. Ou pas navigante. C'est pour l'instant, je sais pas si tu pourrais ajouter quelques mots là-dessus, ouais. Donc pour l'instant, nous documentons la construction de cette épave en étudiant les pièces individuellement, en les scannant et en tentant de retrouver les différentes phases de construction. Et l'intérêt de ce chantier de restauration de navires anciens, puisqu'il restaure des bâtiments du XVIIIe siècle, l'intérêt est de documenter d'abord les phases de construction à travers la reconstruction et ensuite de réaliser au minimum une réplique non navigante parce que c'est plus simple. La difficulté vient ensuite des contraintes que présentent les affaires maritimes pour autoriser des répliques navigantes. Donc pourquoi pas une réplique navigante, mais en tout cas dans un premier temps, d'une part une documentation technique en cours de reconstruction, qui présentera donc les techniques de construction utilisées dans l'Antiquité, et ensuite un fond de carène que les visiteurs du musée pourront visiter probablement devant le musée, je crois, Ambroise, qui sera au bord de la Robine, donc accosté sur la Robine. Et éventuellement, si nous trouvons les financements et si nous levons tous les obstacles ensuite techniques et maritimes, pourquoi pas une réplique navigante. Ci sono altre domande? Michel. Bien, moi, c'est pas deux observations très très brèves. Moi, je suis un supporter convaincu de ce projet et comme languedocien et pas seulement comme languedocien. C'est un projet important qui va sûrement trouver d'ailleurs un positionnement naturel dans la nouvelle configuration régionale parce que c'est un projet qui devrait intéresser aussi les Toulousains, ne serait-ce que par la position géographique de Narbonne. Donc, tout ça n'était pas lié, mais cette réforme régionale est bien compliquée pour la région Languedoc-Roussillon, mais elle n'a pas forcément que du négatif sur la question qui vous occupe. La deuxième chose sur l'Antiquité, c'est que vraiment, ce qui m'a frappé en écoutant, c'est que on a bien le sentiment qu'on est une fois de plus en face d'un système complexe. Il y a des centaines de sites sur un espace difficile à maîtriser par l'homme. On trouve dans le delta du Pô des situations et dans tous les grands deltas, tous ceux du colloque en particulier. Il y a celui du Danube, on le connaît mal, donc, mais c'était probablement la même chose.
Et donc, certainement, il y a un objectif à moyen terme qui est d'arriver à formaliser un modèle au moins partiel. Comment l'homme est arrivé à prendre la maîtrise de ces espaces difficiles, puisque dans tous les sites qu'il y a sûrement évidemment des phasages chronologiques qui progressivement apparaîtront. Il y a une dispersion géographique évidente, et puis il y a sûrement aussi une typologie thématique, parce que tous ces sites, même contemporains, avaient une fonction précise justement par rapport à la maîtrise. Vous parliez tout à l'heure des systèmes de halage. Bon, et donc c'est vrai que par-delà la différence et les spécificités de chaque delta, il y a sûrement un modèle derrière qui émergera de l'analyse. De ce côté-là, c'est très excitant. Chi vuole intervenire? Ciascuno può fare le domande nella propria lingua. Corinne. Vous voyez une étude en amont ou alors en parallèle, parce qu'une partie des phases était bloquée par l'actuelle l'actuelle conservation, donc du coup c'est très intéressant de pouvoir accéder au bloc et de justement pouvoir associer le public et les chercheurs. Vous pensez en même temps faire une étude préliminaire ou je sais pas? Alors ce qu'on constate, c'est qu'en termes de délai pour faire une étude exhaustive de toute la collection, on sait qu'on n'aura pas le temps de la faire d'ici l'ouverture du musée. Mais la configuration de ce mur est telle qu'elle permettra d'accéder facilement à l'ensemble des blocs, et notamment aux faces aujourd'hui inaccessibles. On souhaite déjà faire une couverture photographique exhaustive des faces au moment où on va démanteler les rangées, pour avoir déjà une bonne documentation. Mais après, l'idée, c'est de pouvoir rendre accessibles facilement ces pièces, ces blocs, et d'en faire une étude éventuellement. Je pense qu'il y aura plusieurs études à mener en fonction des séries, certaines étant déjà étudiées pour leur face visible, mais ensuite il y a tout un travail à imaginer pour retrouver les traces de scellement, les traces d'outils, etc., qui permettront peut-être d'aller vers ce à quoi beaucoup d'archéologues ont rêvé, c'est-à-dire restituer des ensembles, voire des monuments ou des élévations peut-être de mausolées. Mais en tout cas aujourd'hui, on sait qu'avec l'outil qu'on aura, on aura la possibilité de le faire de manière relativement simple et rapide, je sais pas, mais en tout cas de l'air ça sera faisable. Merci. Des questions? Juste rebondir sur ce que disait Michel Gras tout à l'heure, au niveau d'essayer de modéliser ces systèmes portuaires dans l'Antiquité, c'est un des objectifs de l'ERC qui est actuellement en cours à Southampton, l'Université de Lyon, et donc une collaboration a été entreprise entre le projet Narbonnais et entre autres, mais les résultats sont si importants pour le système portuaire narbonnais que on essaie d'élaborer justement ce système à partir des résultats narbonnais pour pouvoir ensuite le comparer à d'autres systèmes, qu'ils soient deltaïques ou lagunaires, mais également à des systèmes qui ne sont pas deltaïques et qui ne sont pas lagunaires. Par exemple, je pense Carthage à l'époque romaine, ou c'est essayer de développer ce modèle. Ça nous prend énormément de temps parce que il y a divers points de vue entrent en jeu. Comment réussir à limiter? Quelles sont les limites d'un système portuaire? Avec Ferriol Salomon qui travaille également dans le projet d'un point de vue géomorphologique, on essaie de croiser les informations. Alors d'un point de vue géographique, on peut limiter les systèmes portuaires d'un point de vue géographique, mais d'un point de vue fonctionnel, c'est beaucoup plus compliqué. D'un point de vue administratif, où est la limite du système portuaire narbonnais si l'on considère Narbonne comme la capitale de la province? Finalement, tous les ports de la province peuvent rentrer sous l'étiquette système portuaire narbonnais. Si on prend en compte simplement la géographie, c'est l'embouchure de l'Aude et la lagune qui est le système portuaire. Donc c'est beaucoup de problèmes étymologiques à résoudre afin de pouvoir établir. Mais en tout cas, je suis aussi excité que vous sur la question, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qu'on essaie de faire. C'est encore trop tôt pour présenter des résultats, mais on travaille avec cet objectif en tête.
Non, ça me fait penser effectivement à deux choses que je voulais aussi dire. C'est-à-dire avec la chaîne Mayac, Montlorès, Narbonne, on a l'évolution des lieux de pouvoir. Et donc de ce côté-là, je pense que dans le musée ça peut être intéressant aussi. Comment la maîtrise de l'espace lagunaire a évolué selon la localisation du lieu de pouvoir. Moi, je crois beaucoup à ça. Enfin, disons sur le pré-romain, puisque moi je travaille plus sur le pré-romain. Je pense que le pré-romain peut déjà permettre de comprendre des choses avant même l'implantation de Narbonne, et que ça, c'est une dimension avec la force archéologique, le potentiel archéologique de la région qu'il faudrait pas complètement oublier. Puisque Mayac a été quand même une grande fouille et que Montlorès a donné quand même des résultats, et que des sites comme Périac de Mer, Pêche-Mao, etc., qui sont quand même pas très loin, rentrent dans une vision. J'y pense, parce que tout à l'heure j'évoquais le delta du Pô. C'est quand Anna-Maria Sestier a commencé dans le delta du Pô à trouver des grands sites proto-historiques comme Fratésine, qui est un site à cheval sur la fin du deuxième millénaire, le début du premier millénaire, qu'on s'aperçoit que la maîtrise de l'espace, ou en tout cas l'utilisation de ces espaces, évidemment avec des moyens très très faibles si on les compare aux moyens de l'époque romaine, permettent déjà d'expliquer un certain nombre de choses. Et la deuxième chose, effectivement, que je voulais faire, parce que j'ai beaucoup aimé aussi ce que j'ai entendu sur le musée, c'est que dans une ville comme Narbonne, qui a pas, c'est un peu comme Tarente en Italie, il n'y a jamais eu une grande tradition universitaire à Narbonne, hein, et surtout dans les domaines dont nous parlons. Le fait d'avoir eu l'intelligence d'associer la dimension recherche à la dimension musée est vraiment un pari que je crois excellent, important. Pour des tas d'aspects, on pourrait développer longuement. Mais comme toute cette recherche est destinée à être une recherche in progress, fatalement, puisqu'elle a commencé qu'il y a quelques années, on peut être impressionné, vous n'avez peut-être pas assez insisté là-dessus, que c'est 2009, je crois, ou 2010, 2010, le début. Voilà, le partenariat. Du travail de terrain. Mais Marie-Pierre a grandi à Narbonne. Non, bien sûr. Non, mais disons l'accélération du, voilà. Quand la mayonnaise a commencé à prendre. Voilà. Bien sûr, la chronologie peut remonter. Mais je veux dire, quand même, dans les dernières années, la progression est impressionnante, hein, parce que il y a quand même des tas de sites en Méditerranée sur lesquels il y a de la recherche intensive depuis 30 ans et qui n'ont pas donné ce type de résultats. Donc moi je suis très impressionné par le qualitatif bien sûr, mais aussi par le quantitatif au niveau résultat. J'aurais été beaucoup plus sceptique que ça si on m'avait posé la question il y a 5 ou 6 ans. Ouais. Je crois que le développement du projet est surtout à mettre en relation avec l'investissement de la région Languedoc-Roussillon dans le projet. C'est indéniable. Hein. Si on avait dû travailler seulement avec les moyens de l'État, nous n'en serions pas arrivés à ces résultats. Il faut bien le dire. J'avais une question concernant le bâtiment qui a été interprété éventuellement comme poste de douane, si j'ai bien compris. Si vous avez des données écrites, textuelles, non, malheureusement non. Il y a bien accostage et manutention de marchandises devant ce bâtiment. D'autre part, il y a de très nombreux rejets issus des objets qui sont tombés à l'eau lors de ces manutentions. Donc on est certain qu'il y a manutention. Maintenant, le bâtiment n'est pas grand et difficile de le considérer comme un entrepôt, ou alors c'est un entrepôt pour du petit mobilier. Or, au pied de ce que l'on considère comme un quai devant le bâtiment, on trouve de tout, du métal, des amphores, du verre, toutes sortes de matériaux. Donc c'est ce qui nous fait dire qu'on aurait plutôt affaire à un bâtiment de contrôle des marchandises sans se prononcer sur le type de contrôle. Alors évidemment, on peut penser à un bâtiment de douane, mais... Si je me souviens bien, à côté de cet endroit, c'est là qu'il y a ce bâtiment avec une cour, des petites pièces. C'est
à proximité ou c'est distant? Non, c'est pas le même bâtiment avec la site. cour, c'est Saint-Martin. D'accord. Et le bâtiment est pas le situé même. sur la chaussée du. D'accord. Mais à Saint-Martin, il suppose aussi peut-être un bâtiment de contrôle. Parce que à Saint-Martin, moi j'avais été frappée, voilà, c'est ce bâtiment-là, par le fait que pratiquement pour moi c'était un peu une hôtellerie. Enfin, ça pouvait être aussi un bâtiment qui accueillait les équipages des navires provisoirement. Enfin, c'est pas là non plus, on n'est pas du tout dans du stockage. Hein. Par contre, pour un bâtiment de contrôle, alors il y a une inscription dans la région d'Éphèse qui mentionne les dimensions du Custom Office, du Teloneion, je crois, et que c'est un bâtiment de 20 mètres sur 20. C'est un petit bâtiment. Oui, bien sûr. Là, Saint-Martin, on serait plutôt dans de l'hôtellerie, voire Exactement. un établissement secondaire. Exactement. Oui, d'accord. Par contre, oui, la question se pose pour le bâtiment de la. Mais en même temps, pour le bâtiment sur la chaussée, la fenêtre est assez. Si on implante des petits entrepôts sur 1 km 900 de long, on a des grands lieux de stockage. Oui, mais c'est le seul qu'on ait. C'est le seul qu'on ait, ouais. Beaucoup de questions encore en suspens. Qui souhaite intervenir? Corinne. Il y avait juste une question sur les citernes, c'est à Saint-Martin, les citernes ou à... Oui, Saint-Martin. Parce que 3 mètres sur 10, elles sont pas si grandes que ça. Est-ce que vous avez pas envisagé qu'elles servent juste à alimenter l'habitat qui se situe autour plutôt que des navires? Alors, ça fait pas une capacité si importante. 3 mètres sur 10, la longueur n'est pas complète. Ils n'ont pas trouvé le mur de fond. Et alors, elles sont situées en contrebas du site. Et là où il est inscrit Mas Saint-Martin, il y a un aven qui a approvisionné le site en eau douce. Et ces citernes sont en contrebas du site et dominent ce qui a priori serait le port naturel entre guillemets, car ça n'a pas été attesté encore par les carottages. Mais la position de ces citernes est elles sont pas du bon côté, tout simplement. Oui, voilà, c'est plus la position, alors que parce que la capacité, elle est tout à fait moyenne et convient plutôt à un site d'habitat. Bien sûr. Oui. Nicolas, tu as parlé d'un mouillage quelque part. J'ai oublié, au Sainte-Lucie, c'est ça? À Sainte-Lucie, oui. Comment est-ce que vous avez déterminé que c'était un mouillage? Enfin, quels sont les éléments qui vous ont permis de définir ce lieu comme un mouillage? Alors, tout d'abord, le site est une île occupée dans l'Antiquité, donc il y a forcément un port quelque part, et cette baie est la seule abritée justement du cerf, des vents dominants. Elle est en relation avec la villa. C'est le seul point, peut-être le terme de mouillage n'est pas approprié, du moins c'est le seul port naturel de l'île. Ensuite on a fait des carottages et c'est vrai qu'on a pu déterminer que le tirant d'eau maximum dans cette baie était d'1,20 m. Donc un abri pour les navires de petite tonnage ou les barques. Voilà. Oui, je crois que Nicolas a parlé de mouillage dans le sens où il n'y a aucune construction de type quai, appontement. Un plan d'eau abrité des vents dominants. D'autres questions? Si tout le monde s'estime satisfait, il me reste à remercier encore nos 3 intervenants et effectivement à dire, comme le disait Michel Gras, combien on peut être admiratif, même si il y a eu des moyens derrière de la région, mais de ce qui a été accompli en 5 ans, et à espérer que le musée ouvrira bien en 2018, parce qu'effectivement c'est une très belle réalisation, ça sera un très bel instrument de travail aussi pour les chercheurs, et ça c'est intéressant vraiment. Voilà, merci beaucoup, et donc à demain pour retourner sur nos terrains espagnols, égyptiens, français et romains. Voilà. Bonne soirée.